Pendant des décennies, le bunker, où Adolf Hitler passa ses dernières heures, demeura scellé sous Berlin. Aucune autorité n'en autorisa l'accès et aucune inspection moderne n'en avait documenté l'intérieur. Après 79 ans de fermeture, une équipe technique parvint à ouvrir un accès sécurisé et à descendre au niveau principal de l'abri. Ce qu'ils découvrirent ne correspondait pas aux versions officielles qui avaient circulé pendant des générations. L'entrée révéla des zones intactes, des pièces scellées et des vestiges matériels préservés par l'absence d'oxygène. Les équipes d'enquête travaillèrent dans des conditions d'humidité extrême, analysant des objets restés inaltérés depuis 1945. Certains éléments confirmaient des données historiques déjà connues. D'autres, en revanche, soulevaient de nouvelles interrogations sur l'évacuation finale, les documents retirés et le matériel qui ne réapparut jamais dans les archives ultérieures. Quelles informations disparurent lors du scellement soviétique? Quels objets restèrent piégés dans des zones que personne n'enregistra en 1945? Pourquoi le bunker conservait-il des éléments dont l'existence ne figurait dans aucun inventaire officiel? Descente finale, le bunker où s'acheva le Reich. Le 16 janvier 1945, Adolf Hitler descendit dans l'abri souterrain construit sous la chancellerie du Reich. Il le fit en silence, accompagné seulement de quelques assistants, tandis que Berlin était soumise au feu constant de l'artillerie soviétique. Cette descente marqua le début de ses 105 derniers jours de vie. À l'extérieur, les lignes allemandes reculaient sans possibilité de réorganisation. À l'intérieur, le bunker devenait le seul lieu d'où l'on pouvait encore transmettre des ordres, recevoir des rapports fragmentaires et tenir les dernières réunions militaires du régime. Contrairement à l'image ultérieure qui le présenterait comme une forteresse moderne, l'abri était exigu, mal ventilé et conçu pour un usage d'urgence. Les occupants s'habituèrent rapidement aux secousses provoquées par chaque impact proche. Les lumières vacillaient fréquemment et les techniciens devaient vérifier des connexions électriques improvisées pour maintenir active la salle des communications. Cette infrastructure limitée n'empêchait pas Hitler de tenter de diriger la guerre depuis ce lieu, alors même que les divisions mentionnées sur ces cartes n'existaient plus ou ne conservaient qu'une partie de leur nom. Durant les premiers jours, il remontait occasionnellement à la chancellerie pour superviser les rapports, mais ces sorties devinrent dangereuses. Les accès étaient obstrués par des décombres et des tireurs d'élite soviétiques opéraient dans des zones auparavant considérées comme sûres. À la fin janvier, il y demeurait en permanence. Ses déplacements se limitaient à des réunions avec son entourage le plus proche, à des conférences militaires de plus en plus brèves, et à de courts parcours dans les couloirs où s'accumulaient des documents, des câbles et des cartes obsolètes. Le groupe qui l'accompagnait était restreint mais stable. Martin Bormann consolidait son contrôle administratif. Eva Braun, installée depuis février, maintenait une routine presque isolée. Joseph Goebbels s'installa avec sa famille à l'étage supérieur lorsque l'encerclement de Berlin fut jugé imminent. Les secrétaires, les opérateurs radio, le personnel médical et les gardes formaient un ensemble d'environ 30 personnes, évoluant selon des rotations irrégulières, au rythme imposé par les rapports militaires qui arrivaient de manière fragmentaire. Le sentiment dominant était celui d'une attente constante, des journées marquées par les bruits en surface, des mises à jour sans contexte et des communications fréquemment interrompues. À la mi-avril, tandis que l'armée rouge pénétrait dans les quartiers du sud-est, la structure militaire allemande montrait des signes d'effondrement total. Les unités envoyaient des rapports se contredisant les uns les autres. Certaines demandaient des renforts qui n'existaient plus, d'autres affirmaient être encerclées sans possibilité de retraite. Les cartes accrochées dans la salle principale perdaient leur validité quelques heures après leur mise à jour. Malgré cela, Hitler continuait de tenir des réunions quotidiennes avec son état-major. Des décisions y étaient prises qui, dans bien des cas, n'avaient déjà plus d'impact réel sur le champ de bataille. Le 20 avril, il eut 56 ans. Ce jour-là, il émergea brièvement dans le jardin dévasté par les bombardements pour décorer un petit groupe de jeunes combattants. Ce fut la dernière fois qu'il resta à la lumière naturelle. Peu après, il regagna le bunker, où il reçut des rapports confirmant la présence soviétique à moins de 4 kilomètres de la chancellerie. Les communications avec les forces à l'ouest devenaient de plus en plus peu fiables. Certains messages mettaient des heures à parvenir,
D'autres se perdaient sans explication, phénomène habituel durant les derniers jours de l'encerclement. Dans la nuit du 28 avril, une nouvelle accéléra l'effondrement interne du bunker. Heinrich Himmler avait tenté d'entrer en contact avec les alliés occidentaux afin de négocier une reddition partielle. L'annonce fut perçue comme une rupture directe de la chaîne de commandement et Hermann Fegelein, son représentant à Berlin, fut exécuté à l'issue d'une procédure rapide dont il ne subsista qu'un enregistrement minimal. La documentation relative à cette procédure est conservée de manière fragmentaire, ce qui a suscité par la suite des débats sur les détails exacts de l'opération. Quoi qu'il en soit, la perte de cohésion au sein de la hiérarchie était manifeste. Le même jour, les images de l'exécution de Benito Mussolini dans le nord de l'Italie parvinrent au bunker par le biais de rapports de presse. Le sort du dirigeant italien renforça la détermination de Hitler à éviter toute possibilité de capture. La chute de l'Italie avait démontré comment les alliances de l'Axe se désintégraient parallèlement à leur front militaire. À l'aube du 29 avril, Hitler contracta un mariage civil avec Eva Braun lors d'une cérémonie sobre organisée dans l'une des pièces intérieures. Il dicta ensuite son testament politique et ses dernières volontés, désignant Karl Dönitz comme chef de l'État. Les documents furent rédigés rapidement par la secrétaire Traudl Jung et signés en présence de Bormann, Goebbels et d'autres officiers. La version finale ne présente que des modifications minimes par rapport à des versions antérieures, ce qui indique qu'une partie du contenu avait été préparée à l'avance. Le 30 avril, les rapports soviétiques confirmaient que les troupes du 79e corps de fusiliers se trouvaient déjà dans des rues adjacentes à la chancellerie. Le feu d'artillerie s'abattait sur la zone à des intervalles de quelques minutes à peine. En début d'après-midi, Hitler expliqua à son entourage la conduite à tenir concernant son corps après sa mort. Il remit des capsules de cyanure à ceux qui demeureraient dans l'abri et tint une dernière réunion avec son équipe médicale. Peu après, il se retira avec Eva Braun dans l'une des chambres privées. Un coup de feu fut entendu vers 15h30. Conformément aux instructions préalables, plusieurs assistants enveloppèrent les corps et les transportèrent dans le jardin extérieur. Là, ils furent aspergés de carburant et incendiés dans un cratère formé par les bombardements. La combustion fut partielle en raison des conditions environnantes et de la proximité des explosions. Quelques heures plus tard, le feu s'était atténué et les restes se mêlaient aux décombres accumulés dans la zone. Les 1er et 2 mai, la résistance allemande à Berlin acheva de se désintégrer. Joseph et Magda Goebbels donnèrent la mort à leurs 6 enfants et quittèrent le bunker, où ils furent retrouvés sans vie peu après, eux aussi partiellement brûlés. Le même jour, des unités soviétiques du 3e corps d'assaut entrèrent dans la chancellerie. Des groupes de sapeurs inspectèrent la zone avant d'autoriser l'accès à la contre-intelligence militaire qui commença à récupérer des documents et des restes humains. Parmi eux, des pièces dentaires qui, selon les rapports soviétiques, furent identifiées avec l'aide de personnel sanitaire allemand capturé. La documentation précise de ce processus demeura classifiée pendant des années, ce qui a alimenté par la suite des débats sur les premières étapes de l'opération. Les accès au bunker furent immédiatement scellés. La majeure partie du matériel récupéré fut transférée à Moscou pour analyse. Ce qui avait été le centre de commandement du régime nazi fut abandonné sous des tonnes de décombres, tandis que les autorités soviétiques contrôlaient entièrement le site. L'histoire de l'abri continuerait de se développer à travers des rapports ultérieurs, des reconstitutions partielles et des archives qui ne révéleraient qu'une partie de ce qui s'était produit au cours de ces dernières heures. Forteresse cachée, la construction de l'abri le plus blindé du nazisme. Le Führerbunker, connu par la suite comme le décor final du régime nazi, eut une origine moins dramatique. Sa construction débuta comme une mesure préventive, se transforma en projet stratégique et finit par symboliser l'isolement croissant de la direction du Reich. Les premières instructions furent émises en 1936, alors que Berlin n'avait pas encore subi de bombardement et que l'Allemagne se trouvait en pleine ascension militaire. Malgré cela, Hitler insistait pour disposer d'un refuge personnel capable de résister à toute attaque. L'idée ne répondait pas uniquement à des critères architecturaux. Elle reflétait la perception d'une menace que le régime considérait comme inévitable dans un futur conflit de grande ampleur.
Cette année-là, le Vorbunker fut construit, un premier abri situé sous l'ancienne chancellerie dans la Wilhelmstrasse. Son architecture, bien que simple, révélait déjà la préférence de Hitler pour des structures renforcées et des accès strictement contrôlés. Il comprenait un couloir central et plusieurs pièces latérales destinées à servir de zone sécurisée en cas d'alerte aérienne. Les travaux, exécutés par l'entreprise Hochtief, furent achevés rapidement et intégrés de manière discrète sous le complexe gouvernemental. Durant les premières années, il ne revêtit aucune importance stratégique majeure. Berlin demeurait hors de portée de l'ennemi et le régime traversait une période d'expansion qui semblait tenir la guerre à distance du cœur du Reich. La situation changea de manière décisive en 1943. Les campagnes de bombardement stratégiques menées par la RAF et les forces aériennes de l'armée des États-Unis placèrent Berlin parmi leurs objectifs prioritaires. L'intensité des attaques, combinée au volume croissant d'explosifs utilisés par les bombardiers alliés, conduisit à la décision d'agrandir le système d'abri sous la chancellerie. Cette fois, Hitler exigea un complexe plus profond, renforcé et capable d'assurer la continuité du commandement même en cas d'attaque directe. Albert Speer, alors ministre de l'Armement, reçut des instructions précises pour accélérer les travaux et garantir que les renforts seraient suffisants pour résister aux projectiles les plus lourds de l'époque. La construction du nouveau Führerbunker commença la même année. L'excavation atteignit plus de 8 mètres sous le niveau du jardin de la chancellerie, permettant d'installer l'étage inférieur en dessous d'une grande partie des infrastructures environnantes. L'objectif était clair, créer un espace qui resterait opérationnel même si la surface était détruite. Les travaux progressèrent dans des conditions extrêmes. Les bombardements nocturnes imposaient des réparations constantes et le renforcement de structures déjà édifiées. Divers documents indiquent que la main-d'œuvre comprenait à la fois des ouvriers spécialisés et des groupes de prisonniers transférés depuis des camps proches. Les conditions de travail étaient difficiles et la priorité absolue consistait à achever le projet avant que les attaques n'atteignent leur intensité maximale. Hitler supervisa personnellement l'avancement des travaux à plusieurs reprises. Il exigeait que les murs et les plafonds soient plus épais que les normes militaires de l'époque et que la structure puisse résister à des impacts directs sans compromettre les accès ni les zones de communication. La liaison entre le Vorbunker et le nouveau niveau inférieur fut réalisée au moyen d'un escalier angulaire permettant de sceller les deux espaces de manière indépendante. Ce principe de compartimentation répondait à une conception de l'abri comme ultime centre opérationnel du régime, et non comme simple zone de protection. La configuration finale privilégia la sécurité au détriment du confort. Le niveau inférieur comprenait les pièces destinées à l'usage direct de Hitler, une chambre, un bureau, une salle de conférence et un espace de passage utilisé comme lieu de réunions informelles. Sur le mur principal du bureau fut installé un portrait de Frédéric II de Prusse, présence symbolique pour Hitler jusque dans les derniers mois de la guerre. Le mobilier était élémentaire et l'éclairage dépendait de générateurs internes. Il n'y avait ni fenêtre, ni aucun lien avec la lumière extérieure. L'ensemble du complexe reposait sur des systèmes mécaniques qui devaient fonctionner sans interruption. Le reste de l'espace incluait des zones de communication, des réserves, des chambres pour le personnel, des installations électriques et un petit poste médical. La conception visait l'autonomie. Générateurs, réserves d'eau et filtres chimiques étaient combinés pour maintenir des conditions minimales d'habitabilité. Toutefois, l'implantation sous le niveau phréatique de Berlin provoqua des difficultés constantes. Les infiltrations obligeaient à utiliser des pompes de relevage en continu et les rapports du personnel mentionnent des niveaux d'humidité élevés affectant aussi bien le matériel que la qualité de l'air. Le bruit permanent des moteurs, ajouté aux impacts en surface, créait une atmosphère tendue et confinée. En avril 1945, alors que l'encerclement soviétique se resserrait, le bunker fonctionnait comme centre principal des opérations. Les communications radio étaient fréquemment interrompues en raison des dommages subis par les lignes extérieures, et les messages arrivaient avec des retards qui compliquaient l'interprétation de la situation militaire réelle. Certains câbles télégraphiques furent sectionnés lors des bombardements, contraignant à établir des itinéraires alternatifs par l'intermédiaire de messagers qui achevaient rarement leur trajet. Cette perte progressive d'informations alimenta le sentiment d'isolement qui caractérisa les derniers jours du régime.
Le réseau de tunnels relié à la chancellerie offrait plusieurs voies d'évacuation, bien que leur utilisation pratique devint de moins en moins viable à mesure que les troupes soviétiques progressaient. Certains passages conduisaient à des stations de métro, d'autres à des bâtiments ministériels voisins. Une partie de cette infrastructure demeura restreinte même après la chute de Berlin, et sa documentation reste incomplète. Cela a alimenté pendant des décennies des débats sur le nombre d'accès encore opérationnels dans les derniers jours et sur la connaissance précise qu'avaient les différents groupes d'occupants de ces issues. La singularité du Führerbunker ne résida pas seulement dans sa conception, mais aussi dans son destin. Il survécut intact aux bombardements alliés et résista aux explosifs utilisés par les équipes soviétiques en 1947. Lorsque les autorités d'Allemagne de l'Est tentèrent de démolir certaines parties du complexe dans les années 1950, elles découvrirent que la structure était trop résistante pour être éliminée sans affecter les bâtiments voisins. À la fin des années 1980, lors de travaux d'excavation urbaine, certains de ces murs réapparurent dans un état de conservation surprenant. Malgré cette solidité, le bunker finit par devenir un espace scellé et sans fonction, un vestige architectural associé à l'effondrement final du régime. Le paradoxe était inscrit dès l'origine. Conçu pour garantir la continuité du leadership, il devint le théâtre de sa disparition. Et bien que les autorités soviétiques aient enregistré une grande partie de ce qui fut découvert après la chute de Berlin, de nombreux documents, plans et photographies restèrent hors du domaine public pendant des décennies, alimentant des zones d'ombre qui suscitent encore des interrogations sur ce qui s'est exactement déroulé sous terre tandis que la surface brûlait. Dissimulation totale, la version que Staline imposa au monde. Le 2 mai 1945, tandis que Berlin brûlait sous les derniers combats, les unités soviétiques qui pénétrèrent dans le complexe de la chancellerie agirent avec prudence. Avant d'avancer vers les bâtiments, les sapeurs inspectèrent chaque mètre du terrain à la recherche de charges dissimulées. Ce n'est qu'après leur signal de sécurité que les agents du Smersh, la contre-intelligence militaire soviétique, descendirent dans les lieux. Leur mission était précise, localiser Hitler vivant ou mort. Pour Moscou, toute autre découverte était secondaire. Les agents se concentrèrent sur le jardin de la chancellerie, où plusieurs prisonniers allemands affirmaient que les corps avaient été brûlés. L'excavation débuta immédiatement. En quelques heures, des restes humains apparurent, dispersés parmi des cratères laissés par l'artillerie. Il s'agissait de fragments carbonisés, certains partiellement préservés. Parmi eux, les enquêteurs crurent identifier Hitler et Eva Braun. Les restes furent transférés vers une installation provisoire à Buch, au nord de Berlin, où une équipe médico-légale soviétique procéda à un premier examen. Les autopsies indiquaient une mort par balle dans un cas et par empoisonnement dans l'autre, mais pour le haut commandement soviétique, ces conclusions ne suffisaient pas. L'identification dentaire se révéla décisive. Des prisonniers capturés aux alentours conduisirent les agents jusqu'à Kate Heusermann, assistante du dentiste personnel de Hitler. Après son arrestation, elle fut confrontée aux pièces dentaires récupérées. Selon les rapports internes, elle confirma que la mâchoire et les bridges métalliques correspondaient sans aucun doute à ceux utilisés par Hitler. Cette vérification, appuyée par des dossiers odontologiques préalablement saisis, permettait de clore l'affaire d'un point de vue technique. Le 9 mai, les autopsies achevées, les Soviétiques disposaient de preuves concluantes. Pourtant, aucune de ces conclusions ne fut rendue publique. Staline ordonna de maintenir les découvertes secrètes et de restreindre l'information, y compris au sein de son propre cercle. À partir de ce moment, la divulgation du sort de Hitler cessa d'être une question médico-légale pour devenir un instrument politique. Lors de la conférence de Potsdam, tenue en juillet de la même année, Staline laissa entendre aux dirigeants britanniques et américains que Hitler aurait pu s'échapper. Il ne présenta aucune preuve et n'en avait pas besoin. Le simple doute suffisait à semer la méfiance dans un contexte où les futures zones d'influence étaient déjà en discussion. Cette suspicion, bien que dénuée de fondement, renforçait la narration soviétique selon laquelle l'ennemi pouvait continuer d'opérer sous la protection des puissances occidentales. Ce message, répété sans détail, trouva un écho immédiat. Entre-temps, les restes récupérés entamèrent un transfert discret à travers le territoire allemand. Après leur analyse à Buch, ils furent provisoirement enterrés près de Finau. Ce déplacement,
ne fut consigné que dans des communications internes. En 1946, lorsque l'unité chargée de l'affaire fut transférée à Magdebourg, les restes furent exhumés et emportés avec elle, une fois encore sans annonce publique. Ils y demeurèrent enterrés dans une zone contrôlée par l'Armée rouge, conservés dans plusieurs caisses et sans aucune marque permettant de les identifier. Leur emplacement exact n'était connu que d'un nombre restreint d'officiers. Parallèlement, le NKVD lança une enquête sous un nom de code qui ne fut révélé que des décennies plus tard, Opération Mythe. Sa fonction était de rassembler toutes les données disponibles sur les derniers jours de Hitler. Les survivants du bunker furent interrogés de manière approfondie, notamment Otto Günsch et Heinz Linge, capturés peu après la chute de Berlin. Les interrogatoires s'étendirent sur plusieurs années. Leurs déclarations, documents et croquis furent compilés dans un rapport volumineux, réservé exclusivement à Staline et aux hauts responsables de la sécurité. Le document concluait sans ambiguïté que Hitler était mort dans le bunker. Toutefois, cette information ne fut pas rendue publique. À la place, la ligne officielle soutenue par les représentants soviétiques affirmait qu'aucun corps n'avait été retrouvé pouvant être identifié avec certitude comme celui de Hitler. Cette déclaration eut des effets immédiats. En l'espace de quelques semaines, de prétendues apparitions furent signalées dans différentes régions du monde. Chaque rumeur donnait lieu à des rapports, et chaque rapport prolongeait l'incertitude. Les autorités américaines en vinrent à examiner certaines de ces dénonciations sans qu'aucune ne fournisse d'éléments vérifiés. La politique de dissimulation affecta également ceux qui avaient participé à l'identification médico-légale. Käthe Oesermann fut de nouveau arrêtée et envoyée en détention. Son travail, essentiel à la vérification dentaire, devint paradoxalement la cause de son incarcération. Elle passa des années dans des conditions sévères avant d'être libérée. Son cas illustre la rigidité avec laquelle les informations relatives à la mort du dictateur allemand étaient traitées. Tandis que le silence se consolidait autour des restes, un effacement physique du lieu des événements fut mis en œuvre. En 1947, des explosifs furent placés dans la structure de la chancellerie afin de tenter de détruire le bunker. Les détonations endommagèrent gravement les niveaux supérieurs, mais le noyau inférieur demeura debout. Ces murs en béton armé résistèrent à la pression de manière inattendue, obligeant à revoir la stratégie. La démolition totale risquant de compromettre les bâtiments adjacents, les autorités soviétiques optèrent pour le scellement des accès. Entrées obstruées par du béton, décombres déversés dans les couloirs et zones recouvertes de terre firent partie du processus. Avec la création de la République démocratique allemande en 1949, la zone passa sous administration est-allemande, mais la politique de dissimulation ne changea pas. De nouvelles démolitions furent entreprises à la fin des années 1950 avec des résultats similaires. Le niveau supérieur subit des dommages importants, tandis que la partie inférieure resta pratiquement intacte. Au cours des années 1960 et 1970, l'urbanisation du secteur finit par le dissimuler sous des immeubles résidentiels et de nouvelles rues. Aucun panneau ne signalait l'emplacement. Même les cartes officielles omettaient toute référence précise. L'explication publique invoquait des raisons de sécurité et la prévention d'activités extrémistes. Les restes humains transférés à Magdebourg y demeurèrent jusqu'en 1970. Lorsque les installations étaient sur le point d'être remises aux autorités de la République démocratique allemande, la direction du KGB ordonna une opération finale. Les restes furent exhumés, incinérés et leurs cendres dispersées dans une rivière voisine. Seuls quelques fragments furent conservés, archivés dans des dossiers classifiés pendant des décennies. Cet acte mit un terme au parcours matériel des restes et consacra l'effacement amorcé en 1945. Avec le temps, une partie de ces informations émergea progressivement à travers des publications autorisées, telles que celle de Lev Bezimensky dans les années 1960. Toutefois, les données complètes ne devinrent accessibles qu'après la chute de l'Union soviétique. Pendant des décennies, le sort de Hitler demeura flou pour l'opinion publique, non par manque de preuves, mais en raison d'une combinaison de décisions politiques, de restrictions d'accès et d'omissions délibérées. Jusqu'à une période avancée des années 1980, des milliers de personnes marchèrent en surface sans savoir que, sous des couches de terre et de décombres,
Certaines salles du bunker restaient encore scellées dans le silence. Ce silence, construit depuis 1945, marqua l'histoire des derniers jours du Reich autant que les faits survenus en son intérieur. Sous Berlin, la réapparition du bunker interdit. Pendant près d'un demi-siècle, le lieu où Adolf Hitler passa ses derniers jours n'exista que comme une idée diffuse. À Berlin, on parlait du bunker comme d'une ombre enfouie. Chacun savait qu'il devait se trouver là. Mais personne ne savait avec précision où s'arrêtait la fiction, où commençait la structure réelle et ce qui subsistait encore sous terre. Avec le temps, l'absence d'information produisit un effet paradoxal. Plus le bunker disparaissait physiquement, plus sa présence grandissait dans l'imaginaire collectif. Pourtant, le passé ne resterait pas dissimulé indéfiniment. La fin de la guerre froide modifia les règles du jeu, et avec elle changea également la relation de l'Allemagne avec ce fragment enfoui de son histoire. En 1988, une découverte fortuite brisa des décennies de silence. Des ouvriers d'Allemagne de l'Est, en creusant les fondations de nouveaux immeubles, mirent au jour des sections de béton dont l'épaisseur ne correspondait à aucune construction contemporaine. Lorsque les techniciens examinèrent la structure de plus près, ils confirmèrent qu'il ne s'agissait pas d'une cave ordinaire. Ils avaient retrouvé des parties de l'ancien Vorbunker, un élément du complexe associé au Führerbunker. Les autorités autorisèrent l'accès à un petit groupe de photographes. Les images publiées montraient des pièces partiellement effondrées, des zones inondées et des restes de structures encore reconnaissables malgré la détérioration. Ce qui surprenait n'était pas tant ce que l'on voyait que ce que cela suggérait. Si ce niveau existait encore, alors le niveau principal, plus profond, pouvait lui aussi être resté intact. Après cette brève ouverture, de nouvelles directives furent émises. Les autorités est-allemandes, préoccupées par l'éventuelle instrumentalisation symbolique du site, décidèrent d'éliminer tout ce qui était accessible. Les travaux de démolition endommagèrent plusieurs sections supérieures, mais la partie centrale du bunker résista. Incapables de la détruire sans affecter les bâtiments voisins, les responsables optèrent pour un nouvel enfouissement sous des tonnes de terre et de décombres. En surface, rien n'indiquait que, sous ce terrain apparemment ordinaire, subsistaient des éléments du refuge où s'acheva le régime nazi. Avec la réunification allemande, le débat sur le destin du bunker ressurgit. En 1995, le Parlement régional de Berlin examina s'il convenait de le préserver comme document historique ou de le maintenir fermé afin d'éviter des interprétations dangereuses. La discussion se concentra sur une question essentielle. L'ouverture d'un tel lieu contribue-t-elle à la mémoire ou la déforme-t-elle? Il fut finalement décidé de le laisser inaccessible. Pendant des années, la seule référence publique consista en une petite plaque installée en 2006, discrète, presque dissimulée, accompagnée d'un schéma technique du complexe. Des milliers de visiteurs passèrent à proximité sans rien voir de tangible. Pourtant, la question persistait. Que subsistait-il encore sous ce point apparemment anodin de la carte? La réponse commença à émerger avec les progrès technologiques. À partir de 2010, des équipes utilisant le géoradar et la tomographie sismique purent examiner des structures souterraines urbaines sans excavation directe. Dans ce contexte, plusieurs institutions allemandes étudièrent la zone de l'ancien bunker. Les résultats furent inattendus. De vastes sections du complexe demeuraient en place. Les signaux révélèrent des pièces intactes, des couloirs continus et des zones scellées qui n'avaient pas été perturbées depuis le milieu de l'année 1945. L'idée selon laquelle le bunker avait disparu se révéla inexacte. Il était resté là, isolé, protégé par sa propre masse. Cette découverte suscita un intérêt international. Des universitaires et des spécialistes de l'archéologie des conflits demandèrent un accès restreint. Ils soutenaient que le site pouvait fournir des données encore inexploitées sur les derniers jours du régime, d'autant plus que la documentation soviétique présentait des lacunes significatives. Le débat s'intensifia à mesure que les derniers témoins directs disparaissaient. Chaque année qui passait réduisait la possibilité de recueillir des témoignages vivants. Le bunker représentait une source matérielle encore intacte, susceptible d'apporter des réponses là où les récits humains n'existaient plus.